ça va bien et est-ce que c'était bien? Moi ça va en tout cas. Ouais, non, très bien. Moi je suis vraiment content. Je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité. Ça nous a permis un peu de regarder en arrière sur ce qu'on a écrit, sur ce qu'on a fait, d'essayer d'y donner un peu de sens et finalement on se rend compte qu'on faisait des trucs intéressants. C'est pour ça qu'on continue. Donc, moi j'ai peut-être une question à vous poser. Il me semble que le sujet était un peu technique, c'est peut-être pas forcément facile d'expliquer comment ça fonctionne en ETF. Est-ce que le message était passé? Je pense que le message est passé, c'était structurel, j'ai l'impression qu'on a bien suivi, ça a changé. D'accord. D'abord une question pour vous, Laurent Levy. Donc, dans vos articles, vous confrontez souvent des modes de description qui sont faits du marché en finance et dans d'autres disciplines. Donc, est-ce que vous pensez que la description d'un produit en finance est suffisante? C'est une question super intéressante. Et j'en avais discuté avec Hervé Dumez, que vous avez eu dans les... il y a 3 semaines. On en a beaucoup discuté quand on était au CNRS ensemble et il trouvait qu'il y avait un manque très fort de description des produits financiers. Et donc c'est un peu l'objet sur lequel on s'était un peu attaché avec Mohamed Oubnal, qui était doctorant en sociologie, d'avoir vraiment une description fine des processus et des structures de négociation. Que si on n'analyse pas ces processus et si on ne les décrit pas, pour pouvoir les analyser, il faut d'abord les décrire, et que la description en finance, c'était une question qui avait été assez peu développée. Alors on a d'ailleurs écrit un article là-dessus avec Mohamed Benal sur justement une comparaison des modes de description d'un même produit. Comme lui, il avait la vision du sociologue et moi, j'avais la vision du financier, on s'est dit comment nous, dans cette controverse qu'on avait ensemble, on arrive à décrire le même objet mais avec des points de vue différents. On avait essayé d'enrichir un peu la vision à la fois lui du sociologue et moi du financier, d'essayer de s'enrichir de la vision de l'autre. C'est très difficile, je dois vous l'avouer, on ne parle pas le même langage, on regarde la même chose mais on ne la regarde pas du tout de la même façon et pas du tout avec les mêmes outils. Mais c'est vraiment une question qui se pose. Je dois avouer que je l'ai laissé un peu de côté, cette question de la description, mais elle me semble fondamentale. C'est quelque chose qui est traité un peu par les recherches sociologiques en finance, Social Studies in Finance. Je pense que les meilleurs exemples de description de la finance, c'est les ouvrages de McKinsey. Vraiment là-dessus, même pour un financier, je pense qu'on en apprend des choses. Donc je pense qu'on ne peut pas se passer d'avoir ce type d'analyse, de description avant de commencer à produire du contenu en termes de chiffres. Voilà. On s'est toujours attaché à faire ça de toute façon dans tous nos articles. C'est parfois un peu difficile à vendre après, c'est-à-dire qu'on ne commence pas directement avec notre analyse, on essaye d'avoir cette présentation, cette description fine du processus. Dans le dernier article qu'on a, ça se traduit par un modèle théorique. Je pense qu'on a décrit le processus et puis après on a essayé de conceptualiser dans un modèle qui est un modèle assez simpliste, mais dire, avant d'avoir une analyse empirique, juste de mesurer les choses, essayons de voir comment ça se... Oui, puisque les effets de structure, en fait, sont à la base des résultats que l'on met en évidence s'agissant du phénomène de transformation de liquidité. Ça ne serait pas envisageable s'il n'y avait pas cette structure spécifique derrière qui donc avait besoin d'être décrite pour pouvoir être ensuite modélisée. Et d'un point de vue personnel, avec des articles avec Mohamed Oubnal, on a essayé de les publier dans des revues académiques. On ne savait pas où les envoyer, c'était très compliqué. Et à un moment, il y avait un numéro spécial d'une revue et on avait demandé aux éditeurs, ça pourrait vous intéresser. Ils disent ouais, ça serait très bien, etc. Bon, c'est fini que ça ne les intéressait pas du tout. In fine, on a travaillé pour ça. Mais j'ai eu un rapport là-dessus qui disait c'est pas dans le champ de ce qu'on fait, mais c'est la première fois que je comprends de quoi il s'agit. Donc je pense que on fait cet effort-là et je pense que cet effort est essentiel. Moi j'aurais une autre question. Vous travaillez tous les deux beaucoup et souvent ensemble sur les ETF.
Et ces outils sont reconnus donc, pour être plus simples d'utilisation et notamment plus accessibles pour les particuliers. Et moi, je voulais vous demander si vous pensiez que cette démocratisation, cette accessibilité de la finance pour tous était souhaitable. Est-ce que c'était une bonne chose et est-ce que réellement la finance de marché est faite pour tout le monde finalement? On a donné des éléments de réponse, je crois, dans la conférence tout à l'heure. Comme je le disais, il y a quand même un problème avec la clientèle de détail, c'est cette capacité à se tromper. Alors, il y a un aspect intéressant quand même, c'est que il faut qu'il y ait de l'hétérogénéité en fait dans la clientèle, parce qu'on sait que cette hétérogénéité, elle est à la base de la liquidité du produit. Si tous les gens étaient pareils, ils auraient tous envie de traiter en même temps pour les mêmes raisons, les produits ne seraient pas si liquides que ça. Donc c'est une bonne chose que ça se démocratise. Je pense qu'il y a un effort à faire de toute façon quand même avant en termes d'éducation financière des personnes pour pas qu'elles soient déçues. Je me rappelle au moment des privatisations, il y avait beaucoup de personnes qui avaient investi en bourse et qui s'étaient rendues compte que finalement c'était risqué, qu'elles n'avaient pas gagné ce qu'elles espéraient gagner. Donc moi, je pense que c'est important que ça se démocratise. Mais que ça doit aller de pair avec une éducation des investisseurs. Ce qu'on montre globalement, c'est que la participation au marché financier, c'est quelque chose d'important. On a en ce moment un problème de financement des retraites qui est moins prégnant en France qu'il peut l'être dans d'autres pays, mais qui va se produire. Pour s'assurer un revenu de remplacement au moment où on part en retraite, c'est que l'État n'assure pas l'intégralité de ce remplacement. Et comment on doit faire? On doit investir. Alors, on a plusieurs façons d'investir. Et si on ne sait pas comment investir, on risque de se retrouver avec moins de revenus pour remplacement que l'on ne pourrait avoir. Et donc toute la difficulté, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on donne ces capacités aux investisseurs. Donc oui, la finance de marché, c'est pour tout le monde, pas n'importe comment. Et donc je pense que là, vraiment, je suis d'accord avec toi sur cette nécessité d'éduquer à la finance, d'éduquer au placement. Il y a des études qui se portent là-dessus, ce qu'on appelle des études sur tout ce qui est financial literacy. Et on s'aperçoit que les gens ont vraiment du mal à comprendre même des notions très élémentaires que vous étudiez tous dans vos études, mais des questions de valeur temps de l'argent, de 1 euro aujourd'hui et 1 euro dans un an, c'est pas la même chose. Il y a une question très simple qui est posée sur laquelle il y a un taux d'erreur phénoménal, c'est j'ai 100 aujourd'hui, je place à 2%, est-ce que dans un an je récupère moins de 100, plus de 100, plus de 102, plus de 110? Il y a des taux d'erreur colossaux. Alors ça, et on ne parle même pas de composition des intérêts, parce que quand on passe à la composition des intérêts, on leur demande dans 2 ans, là on est sûr que... Et donc là, et je pense qu'on a un rôle, nous, institution d'éducation, d'arriver à aider les gens et à leur permettre d'avoir les outils en main. Alors moi, j'avais une question en fait, donc dans le contexte actuel, est-ce que comment pouvons-nous garantir plus de transparence sur les marchés financiers? Plus de transparence sur les marchés financiers. Est-ce que la transparence est nécessaire? Ce serait peut-être la première question. Est-ce qu'on a besoin de transparence? Généralement, les résultats, c'est ambigu. C'est pas si clair que ça. Oui, tout est en microstructure. Dans le courant de la microstructure, par exemple, c'est un résultat qui est un peu ambigu. Le problème, c'est que si vous communiquez trop d'informations, ça veut dire que il y a des personnes qui ex-post sont moins tentées d'en chercher, donc vous avez des effets qui peuvent être néfastes pour le processus de découverte des prix. Donc là, ce dont Fabrice parle, c'est vraiment quelles sont les règles du jeu qu'on met en place pour l'échange des titres. Ça, c'est vraiment ce qui est étudié dans le champ de ce qu'on appelle la microstructure des marchés, de se dire est-ce qu'on impose la transparence sur ce que font chacun quand vous envoyez un ordre? Est-ce que les autres voient que vous envoyez un ordre? Est-ce que les autres voient qui vous êtes? Est-ce qu'on le fait avant la transaction?
Après la transaction, il y a des marchés sur lesquels tout est complètement opaque. Vous avez des dark pools, par exemple, ce sont des marchés dans lesquels on ne sait pas quel est l'état des offres et des demandes, on ne sait pas immédiatement quelles sont les transactions qui se sont conclues. Ce sont des marchés qui ont énormément de succès, parce que pour tout un tas d'investisseurs, notamment des gros investisseurs institutionnels, si jamais leur demande est connue d'autres investisseurs parce que le marché est transparent, ça va jouer contre eux. Ça revient à partager gratuitement de l'information qu'ils ont dû acquérir en engageant des coûts avec les autres. Donc ça, bien entendu, ils ne le souhaitent pas. Donc bon, le sujet de la transparence est un sujet un peu compliqué, du moins dans ce champ d'études, c'est pas quelque chose qui va de soi. Après, sur les ETF, ces produits étaient présentés comme des produits transparents, puisque les investisseurs investissaient sur un indice, donc c'était un fonds dont on savait potentiellement ce qu'il détenait. On s'est rendu compte que c'était pas si transparent que ça, et là, il y a eu un rôle du régulateur d'imposer une certaine conditions de transparence, ce qui a posé des problèmes aux banques. À un moment, elle dit, moi, je suis obligé de divulguer l'ensemble de mon portefeuille. Et donc, si moi, je mets en place une stratégie, je donne de l'information à tous. Malgré tout, il y a eu cette nécessité d'être transparent sur ce qui est détenu, qui a eu des conséquences en termes de type de réplication, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il faut vraiment être transparent? C'est une question qui doit s'évaluer au niveau global, comme une optimalité. Donc, pour préparer cette conférence, on a parcouru vos CV et on a une autre question, donc là qui est vraiment une question de part d'étudiante. Quand on parcourt votre CV, on a le sentiment que vous êtes tournés tous les deux très vite vers la finance de marché. Et donc moi je voulais vous demander pourquoi et dans un second temps, est-ce qu'aujourd'hui, si vous étiez à notre place, vous feriez le même choix? J'ai du mal à vous répondre parce que, bien que travaillant plutôt dans le domaine de la finance de marché, je suis le directeur d'un master qui s'appelle Finance d'entreprise et ingénierie financière. J'essaie d'attirer les bons étudiants, vous en faites partie. Donc. Dans le domaine de la finance de marché, vous posez la question de savoir s'il valait mieux aller vers l'un que vers l'autre. Non, c'est pourquoi tu as choisi ça? Pourquoi j'ai choisi ça? Et pourquoi est-ce que j'ai choisi la finance de marché? En fait, c'est une histoire compliquée. Hein. Moi, j'avais fait une classe prépa, ensuite j'ai fait une école de commerce, et j'avais été très frustré le jour où on m'a dit que je ne pouvais pas comprendre la formule de Black-Scholes parce que je n'étais pas motivé. Donc j'ai fait un DEA derrière, et donc assez rapidement l'arsenal quantitatif m'a plu, c'est pour des raisons de goût personnel, et je trouvais que le champ d'application le plus immédiat c'était plutôt celui de la finance de marché que celui de la finance d'entreprise. Voilà, donc comment je me suis venu à faire ça. Moi j'ai fait des études d'économie au départ. J'en ai un peu honte, mais c'est passé. Donc, non, j'ai commencé par une. Ça s'appelait un DEUG à l'époque. Oui. Un DEUG, bon, c'était les 2 premières années de licence de mathématiques appliquées aux sciences sociales, mais c'était surtout des mathématiques et pas beaucoup des sciences sociales. À la suite de quoi j'ai fait une licence d'économétrie, une maîtrise d'économétrie, donc naturellement plus enclin. Enfin, les outils que j'avais appris me permettaient plus d'aller vers la finance de marché. Comme moi, à la suite de ma maîtrise d'économétrie, je m'étais juré d'arrêter d'en faire parce que je considérais que on a une façon d'enseigner l'économétrie en France qui est un peu, on fait 2 ans d'économétrie sans avoir jamais touché des données, ce qui est un peu la façon de faire, mais d'un point de vue mathématique on est très outillé. Par contre d'un point de vue d'application, donc les dit c'est fini, ça ne plus jamais pour moi. Et puis j'ai fait un DEA de recherche en sciences de gestion. Je suis quand même tourné vers la finance, et là je me suis aperçu pour mon grand malheur que je ne pourrais pas me passer d'économétrie. Je m'étais dit les statistiques ça suffira, mais bon, il faut aller au-delà. Et moi j'avais quand même, je pense que c'est l'outillage quantitatif et puis aussi l'appétence un peu pour les chiffres. Ces chiffres-là, de fonctionnement, de structure, de microstructure, j'ai trouvé que c'était quand même un domaine assez fascinant. Assez fascinant de ce point de vue, de dire on met en place des règles du jeu et ces règles du jeu ont des conséquences. Et plutôt que de juste chercher quel est le meilleur investissement, etc., à dire
quel est le meilleur fonctionnement du marché, quelles sont les conséquences de ce qu'on met en place et dont on ne sait pas forcément, qu'on ne sait pas forcément mesurer a priori. Donc, pour ça, de la finance de marché, mais bon, je fais d'autres choses. Moi, je travaille avec des sociologues, je travaille avec des philosophes. Fabrice a publié des papiers qui n'étaient pas forcément non. J'ai un papier au moins en finance d'entreprise, mais en fait, qui utilise des métriques qui viennent de la finance de marché. Est-ce qu'il faudrait faire ça maintenant? Ouais, mais bon, différemment. C'est-à-dire que maintenant, à l'époque, tu parlais de la formule de Black-Scholes, le début c'était les processus stochastiques, et maintenant, est-ce que c'est encore le fondement de la finance de marché? Est-ce qu'on n'est pas en train de partir vers l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas en train de remplacer tout cet outillage des processus stochastiques qui était vraiment à la base, au cœur du métier? Ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que sur certains produits, vous avez quand même 80% du volume d'activité qui est déclenché par des automates. Donc faire de la finance de marché, oui, je pense, mais il faut bien voir qu'il y a certains métiers qui deviennent plus difficilement accessibles. Maintenant, c'est ça, je pense, continuer à faire de la finance de marché, mais la faire différemment peut-être. Et donc effectivement, nous, ce qu'on a vécu, c'était pas la même chose que ce qu'avaient vécu nos directeurs de thèse, et là, on se retrouve dans un monde qui est à nouveau différent, les outils sont différents. Moi, je pense que quelque chose dont on ne peut plus se passer, c'est des questions de programmation. Est-ce qu'on a pu s'en passer? Je ne sais pas, mais là, en finance de marché, je pense que sans programmation, ça devient vraiment une certaine capacité de compréhension. En tout cas, la programmation, ça devient... Dans toutes les bonnes formations en finance de marché, maintenant, vous avez forcément des cours de codage. Parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. Et donc la question de la fin, et sur laquelle tourne l'ensemble du cycle de conférences de l'Académie Castorigny. En une minute chacun, je vais vous demander de répondre à cette question. Recherche en stratégie et management, mort clinique ou renaissance? C'est une question compliquée. À laquelle on n'a pas répondu. Une minute, je ne sais pas si c'est sûr, mais bon, la première idée, c'est la première question, j'ai failli commencer là-dessus, et dire, est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce que la finance, c'est de la recherche en gestion? C'est quand même la question qu'on nous pose tout le temps. Est-ce qu'on fait de la recherche en économie? Est-ce qu'on fait de la recherche en gestion? Je pense qu'on fait de la recherche en gestion, et peut-être d'une façon un peu différente des autres domaines maintenant. Donc la recherche en gestion, on emploie des outils qui viennent de la microéconomie, qui viennent de l'économétrie, mais il me semble que les problématiques auxquelles on répond, ce sont des problématiques de gestionnaire. Je pense qu'on l'a illustré aujourd'hui. On est dans l'univers de la gestion de fonds, on est dans l'univers de la régulation, donc mort clinique, non. Non, la question c'est peut-être où est-ce que ça se passe. Ça, on observe où se passe la recherche en gestion. Si nous on observe notre parcours, toi tu as fait une école de commerce, moi j'ai fait l'université, dans des endroits qui n'étaient pas des endroits centraux, et puis on est arrivé malgré tout à monter là où ça se passait. On avait le sentiment que c'était peut-être plus diffus et que ça se concentre. Donc ça, je pense qu'il faut avoir en tête. Donc non, il n'y a pas de mort de la recherche. La question c'est où est-ce que cette recherche se fait. Pendant des années, je vais peut-être prêcher un peu pour ma paroisse, mais les écoles de commerce ont passé beaucoup de recherche. Il y a eu tous ces organismes d'accréditation internationaux qui ont incité les écoles de commerce à faire de la recherche. Et donc on a eu cette renaissance. Est-ce que c'est une renaissance ou une naissance de la recherche en gestion dans ces écoles de commerce? Donc il y a ça, où ça se fait et comment ça se fait. Comment ça se fait en France par rapport à l'international. Est-ce qu'on a les mêmes moyens? Est-ce qu'on a la même façon de faire? Est-ce qu'on n'est pas des artisans dans un monde industrialisé de la recherche? Je trouve qu'on s'est quand même beaucoup professionnalisé par rapport à une époque. Par rapport à une époque. Ça s'est développé, est-ce que... Et les procédures, les moyens qu'on met en œuvre désormais n'ont rien à voir avec ce qui pouvait se faire par le passé. Quand je vois les bases de données maintenant dans lesquelles on investit, qui sont disponibles, alors qu'à une époque c'était des choses qu'on devait se constituer de son côté. Quand je vois les
les programmes de formation, par exemple, auxquels on expose nos doctorants en finance à Dauphine, qui voient régulièrement au cours de l'année des profs invités des plus grandes universités américaines venir donner des séminaires, des cours. Il me semble qu'on est vraiment en train de progresser fortement par rapport à la situation qui avait cours il y a quelques années. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour une institution, la recherche, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent de faire la recherche. Clairement. Et donc, jusqu'à quel point une institution peut se permettre de financer des chercheurs, des programmes doctoraux, c'est une question qui se pose. Merci à tous les deux pour votre participation et pour cet échange. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'Académie Costa.